Paris, en août 1944, une journée inoubliable. Pour Charles de Gaulle et pour la France entière. Le rêve de toute une nation est devenu réalité, la libération. La France est délivrée de la plus grande humiliation de son histoire. Délivrée des Allemands et de lui. Il y a 4 ans, Hitler avait étendu son pouvoir sur l'Europe entière, ou presque. La France en 40 est vaincue, occupée, elle a capitulé. La situation semble désespérée. Mais de Gaulle ne se résigne pas. À l'époque, c'est un sans nom, il le dira lui-même. Un inconnu, un soldat sans armée et sans pouvoir, sans territoire. Aujourd'hui, les vivats fusent sur son passage. Voici une histoire comme il y en a peu, celle d'un homme qui a refusé d'abandonner. L'histoire d'une légende. L'an 2000, à Paris. Aux yeux des Français, sa gloire dépasse même celle du roi Soleil ou de Napoléon Ier. C'est l'homme d'État français le plus important du XXe siècle. Sur les Champs-Élysées, un mythe prend forme. Le 10 mai 1940, la Wehrmacht passe à l'offensive à l'ouest. Les troupes motorisées des Allemands contournent les fortifications de la ligne Maginot, percent le front en plusieurs endroits et s'avancent à une vitesse inouïe à l'intérieur du territoire français. En quelques jours, l'issue de la guerre ne fait plus de doute. Le chaos s'abat sur la France. Un certain colonel de Gaulle obtient avec ses blindés quelques succès limités. Rien qui puisse changer le cours de la guerre. Rien n'arrête la progression des armées allemandes. L'armée française est vaincue. Humilié par cette défaite, il prend une décision historique. Continuer le combat au nom de la France, de là où ce sera possible. Le 7 juin 1940, il rencontre Churchill. Il se souvient. Monsieur Churchill me reçut à Downing Street. C'était la première fois que je prenais contact avec lui. L'impression que j'en ressentis m'a fermi dans ma conviction que la Grande-Bretagne, conduite par un pareil lutteur, ne fléchirait certainement pas. En France, la situation est totalement différente. La fin n'est plus qu'une question de jours. En France, Pétain a pris la tête du gouvernement. Il considère la situation militaire sans issue et décide de capituler. De Gaulle n'est encore pour la majorité des Français qu'un parfait inconnu. Il s'adresse à eux sur les ondes de la BBC en les exhortant à la désobéissance vis-à-vis de Pétain, le vainqueur tant respecté de la Première Guerre mondiale. Pour De Gaulle, la capitulation n'est pas pensable. Depuis Londres, il ne cessera plus d'appeler à continuer le combat. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés, et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie. La situation frise le ridicule. D'un côté, une poignée de volontaires, de l'autre, le conquérant de la moitié de l'Europe. Lui, le maître du Troisième Reich, est de bonne humeur. Promenade matinale à travers Paris en juillet 1940. Depuis Vichy, Pétain dirige la France non occupée que lui a concédé Hitler. Pour la plupart des Français, c'est lui et non pas De Gaulle qui porte tous leurs espoirs. Mais De Gaulle commence à susciter l'intérêt des services secrets allemands. Leurs rapports sont destinés au grand quartier général du Führer.
De Gaulle apparaît de plus en plus comme le représentant exemplaire du français attaché à la nation, comme le champion de la souveraineté de la France, bref, comme un symbole. Plus tard, cela deviendra « c'est un homme qui a peu d'amis personnels en raison de son caractère austère et calculateur ». Chaque fois qu'il le peut, il part retrouver sa famille dans la petite maison qu'elle occupe dans le faubourg londonien de Hampstead. Le couple de Gaulle a 3 enfants. Philippe, Élisabeth et Anne, la plus jeune, qui est handicapée. Mais pour les de Gaulle, il est impensable de la confier à une institution spécialisée. Anne grandit au sein de la famille. Son gendre a raconté plus tard que celui qui n'avait jamais vu le général avec sa fille malade sur les genoux, en train de lui fredonner une chanson, ne pouvait prétendre connaître le véritable Charles de Gaulle. Cependant, les moments de détente demeurent rares à Hampstead. Sur le sol de la mère patrie, la résistance contre l'occupant allemand commence à prendre corps. De Gaulle réussit à unifier ces différentes tendances et à en prendre le contrôle. Le gouvernement de Vichy apparaît bientôt pour ce qu'il est, un État vassal de Hitler. Beaucoup de Français tournent le dos à Pétain. La route de Paris, qui conduira à la victoire sur les Allemands, est ouverte. Hitler n'est plus pour les soldats alliés qu'un méchant épouvantail qui s'escrime en vain à les retarder. La libération de la France sera pour de Gaulle un triomphe. Alors aux enfants de la patrie, un compte-rendu des services secrets allemands, un éloge appuyé décerné par l'adversaire. Il faut reconnaître que l'homme possède un sens politique et militaire certain, qu'il dispose de facultés intellectuelles supérieures, et qu'il garde toujours en tête le bien de son pays malgré une ambition personnelle hors du commun. Quand il pense que c'est nécessaire, il ne craint pas de tenir tête à ses alliés, Churchill et Roosevelt. Il n'envisage pas une seule seconde de se laisser manœuvrer politiquement par les Anglo-Américains. C'est une explosion de joie. Nous étions dans la foule, nous étions derrière le général. Il y avait peut-être, je sais pas, peut-être 10 personnes entre lui et nous. On voyait sa tête, parce qu'il est très grand, il était très grand. Et on voyait son képi qui sautait sur le haut de la foule. C'est tout. Toute l'ambiance dans Paris était absolument extraordinaire, unique. Je veux dire, j'ai jamais vécu ça après, parce que tout le monde était excité, joyeux, content. Quand on marchait dans la rue en uniforme, on pouvait à peine avancer parce que les gens vous serraient la main, vous embrassaient, vous donnaient des fleurs, vous invitaient chez eux pour boire un coup. Paris est en fête. Charles de Gaulle a réussi à rendre sa grandeur à la France. Et il réussira à donner réalité à un autre grand projet visionnaire. Il parvient à surmonter pour lui et pour les deux nations une haine apparemment figée par l'histoire. Les ennemis héréditaires vont fraterniser au sein d'une alliance franco-allemande. Lorsqu'il disparaît le 9 novembre 1970, le général confie aux générations futures une Europe qui l'aura contribué à transformer radicalement.